bien distincte de la valeur d'usage, mais on ne peut aborder la valeur d'échange que dans des termes de valeur d'usage, qui sont ces termes les équivalents de la valeur d'échange. C'est tout le début du Capital. C'est pour ça que je dis que l'économie politique, au sens de Marx, et l'économie subjective de l'inconscient, au sens de Freud, ont même schématisme. Et c'est asphérique. C'est ni exactement identique, ni exactement différent. Je ne dis pas et identique et différent, sinon ça serait contradictoire. C'est ni exactement identique, ni isolément identique, ni isolément différent. Ni exactement identique, ni exactement différent. Voilà, il faut tenir compte du ni, c'est une proposition complexe. Parfois vous dites que, par exemple, la prédicativité, c'est la fonction, c'est la récursivité, mais sur un aspect différent ou un mode différent. Oui, parce que c'est pas situé au même endroit, dans le schématisme. Mais que vaut le schéma en question? Ça, c'est à discuter. C'est quand même la même fonction d'évidement. J'aime pas le terme d'évidement parce que c'est comme s'il y avait un plein qu'on va vider. Bon. Donc je préfère dire, c'est la même fonction de vide opératoire qui joue son rôle d'organisateur des choses aux différents termes, enfin dans les différentes valeurs que prennent les choses dans le réel, l'imaginaire et le symbolique, comme objet distinguable, hein, comme des images, des objets tangibles, comme des parties de langage cernables, propositionnelles pour moi. Donc, la semaine dernière, et même pas plus tard qu'hier, le 28 janvier, si tous les points, entre guillemets, dans la structure sont à la fois identiques et porteurs de valeurs opposées, c'est ce que je dis, hein. C'est ce que dit Lacan dans l'étourdi à propos de la ligne sans point et du point en ligne, c'est-à-dire asphérique, asphérique, tous les points, j'allais dire sont asphériques, asphériques, mais c'est pas un point de dimension 0 ne peut pas être ni asphérique ni sphérique. Donc, un point participant d'un mode d'organisation linéaire sphérique ou d'un mode d'organisation linéaire sphérique chez Lacan. Donc, tout le monde s'y retrouve. Hein. Quand il prend un plan projectif qu'il dessine en Crosscap. Donc un plan projectif organisé depuis une bande de Möbius et une seule demi-torsion. On va faire comme ça. Bon, c'est très faux parce que je rappelle qu'il y a comme ça cette partie se voulant sphérique en bas. Quand on passe une coupure par ce point-là, on a une partie sphérique qui se détache et une partie asphérique en haut, dessinée variablement. Moi j'ai plutôt envie de le dessiner comme ça. Bon, je vois que Lacan dessine avec deux traits pleins puis des traits intermittents de ce côté-là. Bon. C'est faux parce que c'est en tout point que ce qui est asphérique et ce qui est sphérique sont rapportés l'un à l'autre dans un plan projectif. Donc ce dessin est nul. Tout ce qu'on va en déduire, et Lacan on a fait des masses de déductions, hein, sur des points qui n'ont aucun intérêt structural, et qui donnent des conclusions qui n'ont pas d'intérêt, sinon dans la fantasmatique imaginaire d'un certain schématisme, qui, dans le meilleur des cas, si on ne s'est pas trompé dans son usage, peuvent entraîner quelques définitions vers une imaginarisation dont on a à tenir compte. Ça est d'accord. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne sans point? C'est qu'à partir d'une bande de Möbius, bon, je dessine n'importe comment. Bon, il faudrait que je reprécise qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui ne se voit pas. Enfin bon, donc ça c'est une bande de Möbius. Quand je la restreins sur sa coupure, bon, je vais faire comme ça. Donc du fait de l'opposition entre tous ces points, on voit bien que tous les points, j'ai fait deux traits pour que ce soit gras, mais c'est un seul trait. Hein.
Donc tous les points sont opposés, donc c'est nul. Donc il n'y a plus aucun point dans cette ligne. D'où Lacan l'appelle ligne sans point. C'est tout. Quand il repart des points extérieurs à la ligne sans point, et qui n'existent pas, c'est juste une manière d'aborder les choses, puisque tous les points participent de lignes sans point, qui sont une infinité. Mais on part d'un point et on va dire qu'on va l'étendre d'une manière sphérique. Bon, cette extension de ce qui est un point en dehors de la ligne, point hors ligne, et un aspect sphérique de ce qu'est cette restriction de L aspéricité dans le plan projectif. Mais l'intérêt, et puis Vapro, vous avez ça dans des dessins relativement bien faits, qui sont peut-être plutôt de moins tant de Vapro que de Bertheux, dans Étoffe, hein, où le passage par la ligne de décussation, qui n'a pas de valeur, c'est une ligne qui émerge du fait des impossibilités de construction d'un plan projectif en 3 dimensions, et a fortiori dans les 2 dimensions du plan. Donc c'est vraiment de l'artefact. Bon. Quand on passe par cette ligne de décussation, le cercle en question devient un 8 intérieur, le bord d'une bande de Möbius. Le disque devient une bande de Möbius, si on veut y mettre de la surface. Mais c'est plus facile de parler en termes de bord. Donc il y a une identification de ce qu'est le point en ligne étendu, il faut peut-être préciser, à ce qu'est la bande de Möbius réduite à la ligne sans point. Donc il y a une extension d'une part, une expansion, si je veux supprimer extension qui fait confusion, une expansion d'une part, une restriction de l'autre. Bon, c'est tout, il n'y a que ça qu'à retenir. Donc de partout, ligne sans point et point en ligne sont identifiables. Exactement comme, je dirais, mais c'est pas pour rien que j'ai parlé de bord quand même, parce que un plan projectif, c'est l'association d'une bande de Möbius et d'un disque sphérique bord à bord. Pas autrement. Donc, mais essayez de le faire, vous verrez que c'est pas possible. Donc, j'ai fait dans les cahiers de lecture freudienne numéro 17 par exemple. Le point en ligne, il est extrait de la ligne sans point, non? Il est sorti. Mais à partir d'un schéma faux, on a des concepts faux. Il n'y a pas de ligne sans point, il n'y a pas de point en ligne. Tout est sphérique et asphérique dans le plan projectif. Moi, je veux bien qu'avec Lacan, on cherche à redéfinir ce qu'est ligne sans point, point en ligne, mais ce sont des artefacts qui ne sont pas des entités structurales. Ça échappe quand même à l'imaginaire fantasmatique de Lacan pour aller vers une symbolisation qui tient un peu mieux la route. Mais on voit bien que ça peut aussi induire en erreur. Comme mes schémas peuvent induire en erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça et savoir de quoi on parle en deçà de la schématisation. Donc les questions sont fondées. Exactement comme les signifiants ne sont pas saisissables, à mon avis, et a fortiori la signifiance lunaire, rien de la construction d'un plan projectif n'est saisissable. Quand Boyle construit son immersion du plan projectif surface, il construit des artefacts. Quand à partir de là, Jean-Pierre Petit construit aussi une représentation de la surface de Boyle, il utilise les artefacts, il rajoute des points, à la fois, enfin des contradictoires, à la fois il dit que l'intérêt d'une surface de Boyle, c'est qu'il n'y a pas de point de singularité, et puis avec le point triple, il en laisse subsister une de singularité. Donc il vaut mieux s'en départir. Qu'est-ce que c'est un point de singularité? Parce que Deleuze l'emploie aussi. Un point de singularité, c'est ce point dont Lacan va faire un truc en escargot, comme je ne sais pas comment, c'est comme ça. Oubliez, enfin un point de coupure, parce que c'est bilatère, et dont il va dire que c'est une représentation, je crois, du phallus imaginaire dans l'identification. Mais il fait de ce point... Parce que quand on fait une ligne qui ne se prolonge pas à l'infini, donc elle s'arrête sur un point. Or ce point, il n'a pas d'existence, puisque la ligne n'a pas d'existence structurale.
Et a fortiori, ce point-là aussi, donc, j'ai oublié si Lacan fait quelque chose ou pas. J'ai l'impression qu'il le signale sans rien en faire. Mais enfin, sur ce point-là, je trouve que c'est notable. Pour que ce soit une grosse connerie, c'est une grosse connerie. On ne peut pas dire ça autrement. Heureusement qu'il a laissé tomber après. Que ce qui sort dans l'étourdi est d'une autre teneur que ce qu'il tente dans l'identification. Mais il le tente, pourquoi? Parce qu'il dépend des mathématiciens qui ont bossé avec lui, qui l'induisent aussi en erreur. Enfin, il peut aussi créer ses propres erreurs. Mais du fait d'une certaine vision de la topologie chez ces mathématiciens, on obtient des artefacts. Là, quand je dessine une bande de Möbius comme ça, c'est archi faux. Je simplifie la demi-torsion qui existe partout dans la bande. Donc il faudrait que je fasse, je ne vais pas le dessiner, en volume, un truc qui tienne compte de, je ne sais pas comment. Bon, où il n'y ait pas de cette ligne de singularité qui n'existe pas, qui n'est jamais que la focalisation sur une ligne, ce n'est pas sur un point foyer, de la demi-torsion. C'est une représentation. Hein, exactement, pour parler de demi-torsion, il n'y a pas besoin de prendre une bande de papier, de faire la demi-torsion pour aboutir. Toute cette gestuelle nous en rajoute du côté de l'imaginaire, quand de toute façon la demi-torsion existe dans la bande de Möbius, en dehors du système de fabrication papier par aboutage. Et c'est ce que j'utilise dans le schéma boroprojectif. Hein. Et quel intérêt, conceptuellement, de valoir, si je dis que la bande de Möbius est imprédicative, et met en jeu un cercle vicieux, etc., enfin des paradoxes, comme on a tendance à le dire, qui la font éliminer de ce que Poincaré, Russell, Zermelo, Peano retiennent dans l'organisation axiomatique des ensembles. Bon, ce que je dis, c'est que la récursivité identifiée à l'imprédicativité correspond bien à ce qui fait la bande de Möbius. Là, je l'ai identifié, puisque je parle de bord, à ce point de dessus-dessous, c'est tout, qui vaut pour la demi-torsion. Ce point condense toute la bande de Möbius. C'est pour ça que je dis que ce point de récursivité est identique à l'ensemble de la bande. Et identique à la coupure qui vaut la bande. Qui est une coupure qui fait passage. Mais pas une coupure qui psychotise façon Bleuler, voilà, qui utilise le même terme. Ou Freud utilise le terme de Bleuler. Parce que Bleuler, c'est quand même en 1911. L'article Princeps de Freud sur le clivage du sujet, c'est en 1938. Enfin, le terme de Spaltung existe auparavant. Alors, si tous les points dans la structure sont à la fois identiques et porteurs de valeurs opposées, c'est pas seulement des valeurs opposées, parce que le terme de valeur tel que l'utilise Frege, ça renvoie à des objets pour moi, hein, tel que je l'entends. Façon Frege, qui parle que d'un mode d'objet, que je dis être celui du réel, c'est une valeur déterminée par un parcours des valeurs. Hein. Moi je dis que avec Lacan, on travaille avec 3 registres, donc il y a 3 modes extensionnels, alors que Frege ne parle que de l'extension, selon un seul mode. Il ne dit pas que c'est un mode, parce que ça appellerait d'autres modes. Je dis qu'avec Lacan, on a forcément 3 registres qui valent 3 modes. Donc, dans l'imaginaire, à partir de la revue Change de Jean-Pierre Fay, Mitsurona, etc., et toute la question de la narrativité qui plus est. Dans l'imaginaire, on a le change de forme dont parle Marx à propos de la marchandise. Hein, et donc, la valeur change de forme. Et donc, pour moi, c'est une formalisation de la valeur, c'est une mise en forme. Hein, il y a une mise en parcours, une mise en forme. Et je dis que d'un point de vue symbolique, ce sont des rapports de valeur qui interviennent. Je rajoute en général que ce sont des rapports seconds, parce que
La signifiance elle-même est déjà un rapport en tant que fonction. Fonction, rapport, relation. Donc là, ce sont des rapports seconds, en S2. Des rapports de valeur, des formes de la valeur, des parcours de la valeur. Donc la valeur se décline dans les trois registres lacaniens. Donc je reprends les questions. Si tous les points dans la structure sont à la fois identiques et porteurs de valeurs opposées, est-ce dû à la récursivité même? Bon, d'une part, si on veut bien entendre que point signifie signifiant, ça tient à la récursivité, ça va de soi. D'autre part, il faudra en rediscuter, à partir de ce que Lacan dit, à mon sens, c'est que la récursivité, qu'est-ce que c'est? Cette récursivité, c'est de l'hypothétique. Donc il n'existe qu'à partir de ce qu'elle est censée. C'est hypothétique au féminin, c'est hypothétique au masculin, c'est aussi. Cette fonction hypothétique au féminin n'existe qu'à partir de ce qu'elle est censée avoir produit au sens d'une induction, avoir induit, et non pas avoir déduit. Hein. On ne part pas d'un donné, donc de ce qui va s'en déduire. On part d'hypothèse, c'est-à-dire comme ça, des théories mathématiques, le terme m'échappe, là, pour l'induction, c'est comme dans les statistiques, ce sont des probabilités, oui, c'est ça. Des probabilités. Je me demande si c'est un autre mot que je cherchais. Bon, je sais pas. Variable? Non, c'est pas variable. Bon, enfin, probabilité, ça va bien. Donc, c'est uniquement à partir de probabilités qui apparaissent être induites que la question de l'hypothétique va en dépendre d'une manière rétrogrédiente dans ce retour sur un supposé départ qui n'existe pas. Il faut bien entendre que quand je prends l'intention au départ, ça n'est qu'un effet de discours que j'ai tort de maintenir constant. C'est ma tournure d'esprit, on va dire. Je pourrais partir des extensions et redéfinir l'intention. Peut-être que je serais beaucoup plus compréhensible et que les gens comprendraient comment je me positionne contre l'ontologie depuis des positions ontologiques à les démonter. Bon. C'est ce que fait Freud, de partir Non, parce que quand il pose la pulsion comme étant une hypothèse, même si c'est une hypothèse de travail, la question de l'hypothétique est toujours là. Et quand Lacan est en jeu de la supposition, on peut toujours courir pour la fonder sur quelque chose de tangible. Donc l'hypothétique, c'est quoi? C'est une conditionnelle irréelle. Donc cette conditionnelle irréelle conduit à de l'irréalité aussi dans ce qu'elle induit. C'est ce que Lacan, donc, dans ce qu'on va être amené à lire, ramène du rapport de la parole comme récursive à la vérité, on va dire la vérité des choses dans le monde. Hein. Mais bon, chez Lacan, il y a aussi la vérité de la parole. Alors, il ne faut pas tout confondre, il y a des différents modes de vérité, même si Lacan ne le rappelle pas toujours. On va dire la vérité supposée scientifique d'adéquation aux choses, ça c'est une vérité qui n'est pas sans lien, même si ce lien peut être un lien de non-rapport éventuellement, je vais le situer là, avec une vérité comme fiction, comme dit Lacan. Donc il y a la vérité comme fiction, il y a la vérité de la parole, c'est-à-dire la vérité qui parle en disant je, il y a la vérité d'adéquation, qui est aussi abordée en termes de cohérence, je les mets dans le même sac, c'est une définition des vérités objectivantes de la science, objectivantes, et donc pas des sciences imprédicatives. Et puis il y a l'accointance de Russell, qui est une vérité de la jonction directe avec le réel des choses. Je n'ai pas d'autres exemples, mais j'imagine peut-être mal que de se cogner, ça fait mal avant qu'on se dise « je me suis cogné, ça m'a fait mal ». Donc ça serait une adéquation du discours à l'événement. De dire « je me suis cogné, ça me fait mal ». Je me cogne et ça me fait mal. Je ne sais pas en plus quel est le temps de réaction nerveux là. Bon, on va dire que c'est dans le même temps. Voilà, c'est pas fictif, hein, ça me fait mal et j'ai une bosse. Alors, donc c'était simplement pour dire que la question de la fiction se fonde sur la question d'irréalité.
Conditionnel irréel, ça veut dire qu'on ne dispose pas de la cause pour en déduire l'effet. Et qu'on va poser une cause comme possible, probable, enfin bon, peut-être même nécessaire, mais pas existante, de telle façon à ce que de ce qu'elle induirait, si elle existait, et c'est toujours conditionnel, que si elle existait, elle produirait tel effet, et c'est depuis l'obtention supposée de ces effets qu'on va en induire rétroactivement qu'il y a bien une cause possible qui va produire des effets autrement constitués que les effets supposés. Donc toujours décalés. Et ça avancera encore. La fiction, c'est comme l'accointance, c'est du côté du réel. Comme quoi? Comme l'accointance, c'est du côté du réel, la fiction. Non, non, la fiction, c'est strictement imaginaire. Donc moi, je pense que c'est effectivement la récursivité, en tant qu'elle induit quand même quelque chose de tangible et qu'elle induit de l'ontologie, qui occasionne, je dirais, des valeurs opposées et pourtant identiques. Opposées. Alors, des valeurs opposées à la fonction, parce qu'elles sont objectifiées, ces valeurs, et en même temps, elles peuvent être opposables les unes aux autres, selon leur registre. Vous ajoutez, j'en réfère à la définition que vous en donnez, page 880 de votre livre sur les négations freudiennes. Donc la récursivité, je suppose, elle s'articule à elle-même pour se définir, en se distinguant néanmoins d'elle-même, donc articulée à elle-même, distinguée d'elle-même, puisqu'elle est dédoublée comme terme à définir et terme définissant, définitoire. C'était dédoublé qui m'avait... Oui, bah dédoublé, on va en parler à propos de l'autre, dans le discours de Lacan, qui est un abord de l'autre. Non, parce que là aussi, le défaut de Lacan, quand je dis qu'il est essentialiste, c'est qu'il parle au singulier. Il y aurait un grand autre, en plus le grand autre. Là. Bon, ça induit des erreurs, ça aussi, ce discours-là. À partir du moment où il commence à distinguer de l'autre variable, donc des autres, des grands autres, différents les uns des autres, on peut commencer à discuter d'une manière plus posée, plus acceptable. Ça, c'est mon propos, mais le temps que je mets à vous répondre, puis j'aimerais bien qu'on en discute plus largement, donc je vais peut-être reporter la prochaine fois le propos sur l'autre. Enfin bon, je peux en donner le début si on veut. Donc, j'ai pas fini sur votre question. Si le templé est la structure d'organisation des rapports entre indiscernabilité, au pluriel, je ne sais pas ce que vous avez en tête dans le pluriel d'indiscernabilité. Moi aussi, je parle d'une manière essentialiste d'indiscernabilité au singulier, mais bon, sûrement qu'il vaut mieux parler de pluriel, mais je n'ai pas d'idée exacte sur ce qu'implique ce pluriel. Mais vous peut-être. Donc des rapports pluriels entre indiscernabilité plurielle. Ces rapports pluriels ne peuvent-ils pas renvoyer, redéfinir l'imprédicativité, donc une syllabe, et aussi la prédicativité. Si. On voulait dire peut-être que c'est le templé qui définit l'imprédicativité et la prédicativité. C'est-à-dire que, oui, comme il s'agit de rapports entre, dans l'indiscernabilité, et qu'on peut considérer que sont indiscernables récursivité et ontologie, enfin, voilà. Donc l'imprédicativité, quel effet cette fonction joue-t-elle? Non, vous voulez dire que comment opère le templé par rapport à ça, c'était ça votre question. Moi, ce que je dis en utilisant un vocabulaire de Girard, c'est que le templé, a priori, je l'avais conçu comme le compte-rendu de cette opposition en termes identifiables. Hein? Donc le templé, si c'est la bande de Möbius, ça signifie des rapports d'opposition locale et d'identification globale de toute bande de Möbius, et donc il rend compte de ça, le templé. Sous cet angle, il est formaté.
Mais la théorie du format, si j'ai bien lu dans Girard, rend compte du formaté, mais aussi du formatant. Je dis que le templé, pas seulement comme compte-rendu ou modèle, on pourrait dire modèle, mais comme patron, on dirait gabarit en topologie, je sais pas en français. Bon, après on se trompe. Je préfère templé qui reste comme ça un peu fumeux comme concept, donc on peut y aller. Le templé est aussi formatant parce que c'est le patron d'organisation de la signifiance, de la parole, du langage, de la subjectivité, du monde, de l'autre, etc. Mais c'est un templé qui part du vide. Il est identifié au vide opératoire. Qu'est la parole? La parole, c'est un vide, on ne la voit pas. La parole, c'est la structure d'échange. La structure d'échange, on ne la voit pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur le verbe grammatical, pour se rendre compte que c'est inaccessible. Donc, bon, j'ai fait le coup à tout le monde ici, je suppose, mais je pense qu'il faut que tout le monde s'y remette. C'est absolument structurel. Ce que tu nous dis, ton travail là actuellement. La parole. C'est moins structuraliste si on y met des choix du sujet qui vont dans tel sens ou dans tel autre. Le sujet peut entièrement récuser tous les choix que je prône. Il va en supporter les conséquences d'une manière symptomatique. Il va s'organiser un monde dont j'imagine que les conséquences néfastes lui reviendront en pleine poire. D'accord. Mais il a un choix. Ouais. C'est pas à prendre ou à laisser. C'est justement à discuter. Parce que, quand même, je veux insister sur le fait que, j'aimerais que vous y jouiez, là, définissez-moi un verbe. Prenez le verbe que vous voulez, vous le définissez. Pour me contredire. Moi, je dis que c'est pas définissable, donc il faut me contredire là-dessus. Ouais, c'est ça le jeu. Allez-y. Chanter. Vas-y, tu me définis chanter. C'est, Bon, qu'est-ce que... Il n'a pas la guitare, Jean. Vas-y. Ça veut dire Faire quoi, des chanter? vocalises, faire, oui. Bah, c'est quoi faire? Faire une fonction. Ah, bah, fonction. Non, mais là, ça va pas. se mord la queue, là. Ouais. Si un verbe, c'est une fonction, c'est un verbe. Ça ne définit pas le verbe, quand même. Même si tu me disais que c'est émettre des sons d'une manière, par exemple, mélodieuse, en jouant de ses organes phonatoires de telle façon que... il y aurait quand même émettre là-dedans. Bon. Donc de toute façon, il y aurait un verbe. Et de proche en proche, les verbes renvoient au verbe. Ils ne sont pas définissables. Quand on change de registre et qu'on passe à des équivalents de l'ontologie ou des objets, c'est-à-dire quand on substantive le verbe, on va dire le chant, la chanson. Le chant, il est mélodieux, mais il va rester relativement abstrait, parce que le chant, tu ne l'auras pas en main. Éventuellement, c'est quand même objectivable parce que tu peux l'enregistrer. Donc, c'est déjà un objet. Et réécouter, oui. Donc, on voit bien que c'est un objet, puisqu'une technique permet d'y accéder. La chanson, on peut l'imprimer, on donner la mélodie dans des termes d'écriture musicale, enfin, etc. Donc là aussi, il y a une saisissabilité qui ne vaut pas dans chanter. Et ça vaut pour tous les verbes. Et encore, chanter, il y a un côté assez matériel, je dirais, de quelque chose d'audible, etc. Parce qu'il y a des verbes qui sont encore bien plus abstraits, comme quand je dis passer, on ne voit pas ce que c'est. Même s'il y a des ruelles qui s'appellent des passages. Hein. Aussi dans les bandes dessinées, on te met... quand quelqu'un passe assez vite, on fait quelques traits pour indiquer avec des volutes comment son passage est plus rapide. Même avec une métaphore, on pourrait pas. Ou on donnait un poème ou Une définition d'un verbe? oui. Je ne sais pas, j'ai pas essayé avec une métaphore. Non, mais vous pouvez, puisqu'il s'agissait de définir non pas tout verbe possible, mais chanter là. C'est quoi la métaphore de chanter? Si quelqu'un chante comme une casserole, je veux dire qu'il me casse les oreilles, une casserole cassée.
casse les oreilles, mais il y aura un verbe aussi. Oui, c'est ça. Donc là, il y a de la métaphore. C'est une vraie casserole, c'est une métaphore. Ou comme C'est un une chanson. analogie si je dis qu'il chante comme une casserole. Mais ça ne supprime pas chanter. Passer à la casserole, supprime chanter. Non, ça supprime le côté mélodieux, mais si j'ai bien repéré que dans cette métaphore, il s'agissait quand même de chanter. Ça, oui. Évidemment, si tu me parles de casserole de but en blanc, je ne référerai pas forcément